Motivation du matin, allez, allez. Salut les pirates que je kiffe parce que je vous kiffe parce que vous êtes mes héros. Ben oui, si vous êtes mes héros, c'est parce que vous allez changer la vie de la société, parce que vous avez compris qu'on répare et qu'on ne jette plus, parce que vous travaillez tous les jours sur vous, parce que vous formez, parce que vous faites coacher. En gros, je vous kiffe et parce que surtout vous faites des mèmes aussi, hein, vous m'en faites des mèmes. C'est des images avec des petites histoires et voilà, et vous me les sortez et vous me les envoyez par WhatsApp et je vous les mets sur le canal Telegram et on se régale toute la journée, ça vous motive, on est motivé, on est motivation du matin, on y va à fond. Aujourd'hui on va parler du menteur, vous savez que vous avez une formation qui s'appelle comment détecter le mensonge, toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo, comme les coachings, 1 heure de coaching et 15 jours de suivi avec des options, avec une formation gratuite par exemple, ou un débriefing ensuite. Aujourd'hui on va parler de mensonges, parce que c'est pas bien de mentir, mais si votre conjoint est en crise notamment, eh ben c'est bien d'avoir quelques données sur le mensonge. On sait que le menteur a tendance à imiter son interlocuteur lorsqu'il cherche à vous mener en bateau. Ça c'est une information intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que ça va tout faire, mais l'action de mentir, finalement, c'est bien un impact physiologique sur l'être humain. Ah ouais, quand il ment, il y a un impact imperceptible. Et j'aimerais bien savoir, Bruno, que tu nous racontes. Alors, vous l'avez bien sûr dans la formation « Comment détecter le mensonge » qui est complète. C'est super intéressant, hein, si votre conjoint est en crise, il ment souvent, ou votre ado, ou votre patron, vos clients. C'est super intéressant de savoir détecter le mensonge. Alors, comment on le décèle ? Est-ce qu'il est facile de prendre le coupable d'une invention, d'un mensonge sur le fait ? Depuis, je crois que le monde existe, on se pose cette question-là et on me le pose à chaque coaching pratiquement. Comment je fais pour savoir si mon conjoint est en crise ? Motivation du matin, est-ce que mon conjoint est en crise ? Déjà, la mythologie, placer le mensonge au cœur de la narration, hein, au cœur du débat, au cœur des histoires. Ève, hein, qui a décelé le mensonge du serpent. Non, elle n'a pas fait, elle a croqué la pomme et depuis on est bien embêté. Hein. Donc si Ève avait pu faire la formation comment détecter les mensonges, ça aurait été plus facile. Je vous fais une formation, je suis en train de la préparer là, pour mercredi sur comment réagir avec ses enfants quand son conjoint est en crise existentielle. Et ça va vous aider à détecter le mensonge pour les aider, hein, ou leur apprendre, c'est pas mal. Hop, le soleil se lève, c'est génial. Longtemps on a cru, et il y a encore beaucoup de coachs ou beaucoup de sites internet où on explique les symptômes physiques qui peuvent révéler le mensonge, genre la bouche asséchée, en Chine on dit que les menteurs recrachent le riz qu'ils ont dans la bouche, donc et si le riz est sec, on fait mâcher du riz à des personnes et on fait recracher. Si le riz est sec, c'est la personne ment effectivement. On dit qu'on a la bouche sèche quand on ment. On dit que dans certains pays, on fait même avec la farine. Donc si vous avez la farine ou du riz, vous pouvez faire ça avec votre conjoint criseux en crise. Mais je ne sais pas ou avec vos enfants, je ne sais pas si c'est terrible. Donc évidemment, hein, pas de preuve flagrante par rapport au riz ou à la farine. Au XXIe siècle, les neurosciences ont commencé à mieux cerner les arcanes du mensonge et un petit peu quand même l'influence du corps humain avec le non-verbal. Et on se rend compte que le menteur est un imitateur. Alors la coordination non verbale va avoir une difficulté pour nous, hein, puisqu'on apprend grâce à la PNL souvent qu'il faut se synchroniser à l'autre pour ne pas montrer qu'on ment. Eh bien on s'aperçoit quand même qu'une personne qui est en train de mentir imite malgré elle les mouvements du corps de son interlocuteur. Hein, c'est pour ça qu'en PNL on apprend à faire cette synchronisation en fait quand on se synchronise à l'autre, c'est pour lui montrer qu'on est bien avec lui, qu'on est pareil, etc. Donc on a appris à des générations, la PNL a appris à des générations de menteurs à se synchroniser, ou en développement personnel vous avez appris à faire ça. Eh bien si vous le faites trop, vous allez passer pour un menteur. Eh oui, les menteurs font pareil. C'est bizarre que des méthodes aussi puissantes enseignent encore à se comporter comme des menteurs et à se faire démasquer. C'est bizarre, nous allons mener notre enquête.
L'université Erasmus à Rotterdam, aux Pays-Bas bien sûr, hein, a réalisé plein d'études là-dessus. Et le docteur Sophie Van Hertzee dit, hein, Z-E-E, ouais, ça s'appelle comme ça, hein. On a les confrères qu'on mérite. C'est pas mes confrères. J'ai fini, je ne fais plus les neurosciences, c'est fini. Je continue à les étudier, mais je ne fais plus d'études comportementales cliniques, comme on dit. Donc ma pseudo-consoeur Sophie, on va l'appeler Sophie, explique que finalement mentir ça demande une grande concentration. Donc l'orateur qui est en train de mentir commence inconsciemment à imiter de subtils mouvements du corps de son interlocuteur, donc de vous, tout simplement parce que copier nécessite moins de réflexion qu'agir selon son propre langage corporel. Oui, je vous explique ça dans la formation en détail. Et oui, si on vous l'avait dit avant, ben, vous seriez pas fait avoir. Donc, en faisant les mimiques de votre interlocuteur, finalement, le menteur va diminuer sa surcharge cognitive, il va éviter la surcharge cognitive. Donc, c'est une des solutions, c'est un petit indice qui permet de détecter le menteur. Alors on en parle dans la formation, mais pas que, hein. Il y a d'autres choses qui nous permettent de comprendre dans la formation en tout cas comment réagit le menteur. Alors évidemment les synchronisations c'est très fin, hein. Faut que vous soyez très attentif. On arrive bien à les détecter avec un accéléromètre, mais pas forcément facilement à l'œil nu, mais ça vous donne des petites idées. En matière de mensonges, rares sont les personnes qui manquent d'expérience. Alors vos conjoints en crise, surtout si vous les obligez à mentir en leur demandant systématiquement comment ils se comportent, où ils étaient, etc., apprennent à mentir et diminuent la honte du mensonge. On apprend en effet à mentir dès l'âge de 3 ans. Dès qu'on commence à comprendre qu'il est parfois plus efficace de mentir, de biaiser que de dire la vérité. Donc la personne en crise fait beaucoup ça. Donc le mensonge a beau être connoté péjorativement, il permet souvent d'échapper à des situations désagréables en se protégeant soi-même ou protégeant autrui. Donc chaque fois que votre conjoint ment et que ensuite vous le houspillez, eh bien il apprend à mentir encore plus fort. En psychosocial, on considère qu'il existe 5 motivations pour le mensonge, valoriser votre image, éviter les conflits, ne pas peiner votre interlocuteur, persuader quelqu'un enfin d'en tirer un avantage et enfin de dissimuler ou justifier un manquement. Ça vous rappelle quelque chose, hein. Donc valoriser votre image, éviter les conflits, ne pas peiner votre interlocuteur, persuader quelqu'un pour en tirer un avantage, enfin dissimuler ou justifier un manquement. Et ouais. Donc pourquoi on pousse au crime, hein, quel est le mobile du crime? Eh bien, vous les avez là si vous poussez votre conjoint en crise à mentir ou à votre enfant, etc. En fait, en conséquence, on ment beaucoup plus qu'on ne le pense. Une étude menée déjà en 1996, je commençais mes fins d'études. Donc j'avais fini mes études en 96, ouais, j'avais fini. Ces résultats ont été confirmés en 2002, ont conclué qu'on avait 2 mensonges par jour en moyenne et par personne. Alors c'est des mensonges différents, mais on avait mesuré sur une étude menée sur 252 personnes pour les spécialistes en psychologie sociale. C'était le docteur Felder qui avait fait ça. C'était une expérience qui a beaucoup tourné à l'époque en psychosocial. Donc l'expérience à l'époque, elle consistait à faire rencontrer les participants entre eux, dont certains avaient pour consigne se présenter sous un jour agréable et de parler de leurs compétences. Et à l'issue des entretiens, ces derniers avaient menti davantage que ceux laissés sans consigne particulière. 60% des participants avaient menti entre 2 et 3 fois à l'espace de 10 minutes de conversation parce qu'on leur a demandé de parler de leurs compétences et de se présenter sur un jour agréable. Donc quand votre époux ne veut pas se faire gauler, entre guillemets, eh bien il va mentir un grand nombre de fois. Donc si les hommes et les femmes mentent à la même fréquence, ben oui quand même. L'objectif de leur mensonge souvent, il change. On ne ment pas pour la même chose. Les hommes ont plus tendance à recourir aux mensonges d'autoprotection. J'ai peur, je me protège pour améliorer mon image notamment. Tandis que les femmes inventent plus souvent des mensonges altruistes. Arrêtez de me dire, non vous ne me le dites pas d'ailleurs,
J'ai dit ça parce qu'il y a des coachs qui ont ça. Ah, arrêtez de me dire que je suis sexiste ou pas, moi on ne me le dit pas, mais il y a des coachs qui disent ça. Non, moi je suis juste un scientifique, vous avez compris, et surtout je suis votre fan, je suis fan de vous, je suis fan de vous, je vous aime parce que vous êtes mes héros, parce que vous révolutionnez la société. Mentir, ça demande un effort physique, je ne sais pas si je vous l'avais dit, avec une telle facilité pour raconter des mensonges, des balivernes, et ce depuis notre plus âge, depuis qu'on est petit, quoi, voilà. Oh, Bruno arrête de bafouiller ce matin. J'ai du mal dormir, j'ai dû faire des cauchemars, j'en sais rien. Mentir, ça demande une réelle concentration. Bah, tu vois que tu arrives à le dire, Bruno. En fait, maintenir une illusion de vérité va vous demander un tel effort cognitif que ça va impacter votre corps. C'est pour ça aussi que les personnes à crise sont souvent fatiguées, crevées. Bah oui, à force de mentir, on est crevé. On voit souvent dans la presse d'ailleurs des détails qui permettent de confondre menteur, le mouvement des yeux, le fait de se gratter le cou, le fait de, qu'est-ce que j'en vois aussi, de lisser ses vêtements, de se gratter le nez. Se gratter le nez là, c'est pas mal parce qu'on a sous le nez ici là, on a des petits vaisseaux et qui démangent quand on ment. Donc c'est pour ça, c'est l'effet Pinocchio. Bon, ça c'est des petites choses, vous pouvez regarder, hein, mais souvent on raconte des bêtises dans les médias, mais bon, il y a des petits trucs qui peuvent être intéressants tout de même, on ne sait jamais, hein, regardez, ça peut vous servir. Alors bien sûr, Paul Ekman, qui est l'un des papes du mensonge, qui a fait pas mal de films avec Mentaliste, etc., a remis tout ça à la mode et est invité sur les plateaux régulièrement, donc c'est bien, ça permet de voir. Dans la formation sur le mensonge, je ne vous en parle pas tellement de Paul Ekman parce que c'est un peu marketing, mais j'ai rien contre le marketing, attention. Mais Paul Ekman, il a quand même fait pas mal de boulot, mais bon, aujourd'hui, tout le monde en parle. Et finalement, les expressions faciales, émotionnelles, la colère, le dégoût, la joie, la surprise, la tristesse, sont universelles et biologiquement déterminées. Et effectivement, en exprimant une émotion, on va mobiliser beaucoup de micro-expressions, et ça, c'est assez lisible. Donc, on ne peut pas trop mentir sur ces émotions. Pour simuler une expression, la colère, la joie, on va mobiliser beaucoup plus de muscles faciaux, par exemple, qu'une émotion réellement ressentie. C'est pour ça que ça fatigue. On dit aussi difficile de garder la face, par exemple, lorsqu'on se sent offensé, lorsqu'on ment. Alors, est-ce que la clé du mensonge, de la détection du mensonge, ouais, hein, c'est remis en cause quand même. Hein. Donc un comité d'experts chargé de vérifier le programme SPOT, hein, c'est le programme de Paul Ekman, montre que les gens, y compris les attrapeurs de menteurs professionnels, il y a une vaste expérience de l'évaluation de la véracité, obtiennent des taux de réussite pas beaucoup plus loin que pile ou face. Donc vous avez intérêt à prendre la formation si vous voulez vous améliorer. Hein. Donc il n'y a pas que les micro-expressions comme on le voit beaucoup dans la presse. Donc les nombreuses interrogations sur la place de la communication non verbale n'ont pas d'ailleurs échappé à ce qu'on appelle les pseudosciences comme la PNL ou la synergologie. Il y a eu un rapport qui était paru avec des chercheurs, c'était Delmas et Rocha, je crois, me semble, qui avait écrit un rapport qui s'appelle « Les nouvelles croyances sur le mensonge, la théorie des faux noms en synergologie ». Et voilà, les deux chercheurs, contrairement à ce que prétend la PNL, aucune idée n'a jamais prouvé qu'un regard à droite trahit le mensonge, par exemple. Et dans la théorie du faux nom, hein, qui est pourtant enseignée parfois dans des barreaux ou dans des polices, on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas si vrai. Dans le rapport, on nous expliquait que la synergologie évaluait la sincérité d'une négation en regardant les mouvements de la tête. Par exemple, au moment de dire non, tourner la tête vers la gauche serait un vrai non, et si on regardait d'abord vers la droite, ce serait un faux non. Bon. Eh bien, on a remarqué que les résultats ne disent pas ça. La distribution des mouvements de tête au moment de dire non n'est pas vraiment différente du hasard. Hein. Cela suggère que les faux noms ne permettent pas d'évaluer la crédibilité d'une négation, mais ça n'empêche pas non plus d'alimenter des croyances erronées. Vous savez, hein, dans la PNL, dans les choses comme ça, c'est un peu de marketing. J'ai rien contre le marketing, Bruno se calme. Mais bon, voilà, c'est des pseudosciences, c'est pas une réalité.
Donc, ce que je vous explique aussi dans l'analyse de la formation en détail, c'est que finalement, pour détecter un menteur, rien ne vaut l'analyse du discours. Hein. C'est-à-dire que les critères physiques sont totalement inutiles. Quand il s'agit de détecter un mensonge, pas vraiment, mais quand vous avez votre conjoint en crise qu'au téléphone parce qu'il a pris pour un temps un petit appartement, eh bien, il va falloir utiliser le discours. Hein. C'est ce que je vous explique dans la formation. Le mensonge, c'est vrai que c'est un outil de survie sociale, hein, tout le monde ment, mais en fin de compte, on ne connaît jamais vraiment toute la vérité. On va pouvoir observer des choses dans le but de déterminer s'il y a certains problèmes, certaines inquiétudes, découvrir ce qu'on tente de dissimuler, tout ce qu'on tente d'occulter, mais à la fin, le langage corporel, s'il est utile, hein, ça ne fait pas tout, hein, ça fait pile ou face. Donc les menteurs invertérés s'y habituent et finalement, comme ils ont l'habitude, au bout d'un moment, ils emploient beaucoup moins d'énergie dans leur cerveau et donc on a du mal on a peu d'observateurs finalement, peu d'observations, peu de critères véritablement observables et donc on préfère finalement la confrontation orale que le non-verbal, hein, c'est important si vous avez votre conjoint en crise de le savoir. Lorsque votre conjoint en crise ment, hein, son discours contient généralement des hésitations, moins de mots, moins de détails contextuels, plus d'omissions. Je répète, plus d'hésitations, moins de mots, moins de détails contextuels. Moins d'omissions, les réponses vont devenir de plus en plus évasives, moins plausibles, moins structurées, il va y avoir moins de cohérence. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les descriptions plus détaillées n'auront plus lieu au bout d'un moment. Eh bien, c'est lié à la surcharge cognitive et on observe également une diminution du débit verbal, des pauses plus longues lorsque le menteur parle, parce qu'il faut le temps d'inventer l'histoire, puisqu'on ne la connaît pas et on l'invente petit à petit. Donc malgré ces techniques, eh bien, c'est vraiment compliqué de voir qui ment, mais vous pourrez le faire grâce à la formation parce qu'on va croiser des indices. Hein, quand votre conjoint vous dit souvent qu'il va chez un copain ou chez une copine, qui sort, le menteur en crise dit je vais chez un copain, chez une copine, je ne sais pas pourquoi, c'est copain ou copine, c'est leur mot en plus. Ouais, je vais chez des copines ce soir, ouais, c'est ça, un mini-jupe ou en... où tu te rases de frais, où tu te... Non, alors on ne dit pas en plus une copine chez un garçon. Chez les garçons, il va voir que les copains et les filles, il va voir que les copines. Donc déjà quand on dit je vais dormir chez une copine, j'ai besoin de souffler. Hop, appelez vite Bruno, il y a du boulot. Donc le discours et l'analyse du discours finalement, ça vous donne quelques indications, hein, mais c'est ce qu'on travaille en coaching. C'est l'habitude aussi, c'est les faits. Hein, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qu'on cache, plutôt que des mots. Hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne regarde plus son téléphone? Est-ce que la personne regarde moins son téléphone? Est-ce qu'elle rentre plus tard? C'est ces indices-là qui sont plus forts et plutôt que l'analyse générale du texte. Alors, on a à un moment donné utilisé le polygraphe avec le stress vocal, la dilatation des pupilles, des choses comme ça. Ça peut faire, hein, il y a une génération de détecteurs de mensonges un peu modernes là, qui s'appuient sur les neurosciences. Ça commence à venir. On a l'imagerie par résonance magnétique aussi, qui peuvent analyser quelle zone du cerveau est activée lors du mensonge. Ah, bon voilà, donc on l'utilise un peu comme ça pour l'instant, même dans certains tribunaux américains, remarquez, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué de mettre votre conjoint sous IRM. Et puis on sait que la zone du cerveau peut être active aussi sans que cela soit nécessairement un mensonge, hein, car le cerveau traite par nature plusieurs informations à la fois. Donc en résumé, comment détecter un mensonge? Eh bien plutôt en sachant comment fonctionne par exemple la crise existentielle, qu'est-ce que font les personnes en crise existentielle, quand on s'aperçoit que très souvent on dit tous la même chose et que l'on sait après que chaque fois qu'on a dit ça, il s'est passé ça, chaque fois qu'on a dit je vais dormir chez une copine, après on s'est aperçu qu'il y avait pansement. C'est comme ça le mieux, hein, pour apprendre le mensonge. Bon, vous le verrez dans la formation. Allez, vous savez que depuis quelque temps, vous m'envoyez des mèmes que je mets sur le Telegram. Hein, voilà. À chaque fin de formation... Ah, Bruno, réveille-toi plutôt le matin. Donc, à chaque fin de vidéo, je vous fais quelques mèmes. Et moi, j'aime bien. Voilà. Moi, je m'aime quand je fais des mèmes. Allez, pour commencer, un mème un peu rigolo, ma résolution en 2021, être riche, j'en ai marre quand même pour mon physique, mon humour et mon intelligence. C'est vrai.
Je suis très 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 intelligent et très 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 riche aussi. Bruno, on se calme, arrête de dire des bêtises. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme même ensuite? L'important pour être heureux, c'est hein, c'est d'aimer ce qu'on ne peut pas posséder. Allez, celui-là, je l'aime bien parce que je vous la sors de temps en temps, mais elle est bien. C'est important de s'assurer que nous parlons les uns aux autres d'une façon guérie et pas d'une façon qui blesse. Je dirais même d'une façon qui guérit et pas d'une façon qui blesse. Moi, ça me plaît bien. Maintenant, quand quelque chose me déçoit, je dis plus rien. Je m'éloigne tout simplement. Une vraie femme, ça doit... Non, alors une vraie femme, ça doit rien du tout. Si on a envie de se raser le crâne et se déguiser en gaufre, c'est notre problème. Ça, c'est une parole de crise. Mais si je veux, je le fais. Je suis libre. Ah, je peux me raser le cadre. Si je veux aller voir mes copines en talons aiguilles, en porte-jartel, je peux y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Quand un homme a eu la chance de goûter au foie gras, ça me surprend toujours qu'il puisse se contenter de pâté pour chat. Là, vous étiez énervés, là, les pirates. Et oui, souvent, le criseux, il va choisir un pansement qui est un peu abîmé, hein, parce que personne ne veut trop de lui non plus. Donc, effectivement, les pirates, c'est du foie gras. Et les demi-hommes et les demi-femmes qui se permettent d'avoir une relation pansement avec quelqu'un qui est déjà en couple et qui a des enfants, c'est un demi-homme et une demi-femme. Mais vous savez qu'on a de la morale chez les pirates. Hein, quand on est un homme et qu'on ne va pas draguer une femme qui a des enfants et qui est déjà mariée, les pirates, on a de l'honneur, c'est comme ça. Hein. Non, c'est pas vrai, on n'a aucun honneur, mais c'est qu'on sait que ça se finit mal. Et qu'ensuite on souffre beaucoup. Mais si on a de l'honneur quand même, les pirates ça d'honneur. C'est pour ça que j'avais choisi le nom de pirate dans la communauté, parce que souvent, nous on est des pirates d'honneur. Ce ne sont pas les montagnes qui vous épuisent, c'est les cailloux dans votre chaussure. Ouais, c'est ça. Donc enlevez des petits cailloux dans votre chaussure. Hein. Quand votre conjoint est en dame, vous laissez tranquille. Quand il est en top, vous y allez. Je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. Ça me plaît bien. Hein, nous ici, on est une communauté, une team de pirates optimistes et c'est pour ça qu'on a des résultats et c'est pour ça qu'on change la société et c'est pour ça qu'on fout le bordel. Allez, ça fait plus de 22 minutes que je vous parle, je vous saoule, j'en ai marre. Bonne journée à vous. Vous pensez à me mettre un pouce en l'air, vous pensez à écrire des commentaires pour vous aider, pour vous mettre la patate, hein, pour mettre la motivation. On s'entraîne toute la journée, on m'envoie des mèmes et je les mets sur Telegram et ensuite je vous les lis de temps en temps comme ça. On est une bande de pirates, on ne se lâche pas, on a des résultats parce qu'on comprend comment fonctionne l'humain, on a des compétences sociales, on comprend comment fonctionnent les neurosciences. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, pensez bien à vous abonner à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.